société plus injuste et une société plus dangereuse pour les riches, forcément. Donc, c'est une société qui fonctionne à la matraque. Aude Lancelin, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir pour ce premier format entretien sur Praxis. Je te présente rapidement, même si ceux qui nous regardent te connaissent sans doute déjà. Mais tu es journaliste, évidemment. Tu as fondé le média indépendant QG en 2019. Et avant ça, tu avais travaillé pour différents médias, dont Marianne, mais surtout l'Obs, en tant que directrice adjointe de la rédaction de 2014 à 2016. C'est justement dans ce journal que tu as été licencié abusivement, hein, et le caractère abusif de ce licenciement, on y reviendra, mais il a été reconnu par la justice française. Tu es aussi l'auteur de Laisser le monde libre, qui avait obtenu le prix Renaudot 2016, et qui était une analyse du système médiatique à travers tes 15 années d'expérience sur les médias parisiens, et peut-être plus précisément les médias sociaux-démocrates dans lesquels tu as évolué. Et si j'ai voulu que tu sois notre premier invité, c'est vraiment parce que je voulais avoir ton regard sur les médias français qui, à mon sens, sont de plus en plus défaillants dans leur mission d'information du public, mais c'est aussi parce que tu as un regard plus général sur l'état de notre démocratie. Et je dis notre démocratie entre guillemets parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ce mot soit toujours approprié à la situation actuelle. Alors ma première question, elle est très simple. Tu as vécu de l'intérieur ce qu'était l'influence du pouvoir de l'argent et du pouvoir politique sur une rédaction. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé quand tu étais directrice de la rédaction adjointe à l'Obs et que tu en as donc été licenciée? J'ai été la cible d'une opération de nettoyage politique. Tu l'as souligné, la justice a reconnu le licenciement abusif. Après, des journalistes d'investigation ont établi le licenciement politique. 4 journalistes d'investigation, Laurent Mauduit de Mediapart a écrit de nombreuses fois à ce sujet, Jean Sterns, grand spécialiste des médias aux éditions La Fabrique, Amaury de Rochegonde et d'autres, Jean-Baptiste Rivoire du site Of Investigation. Donc oui, il se trouve que je suis arrivée à l'Obs, numéro 2, j'ai été nommée numéro 2 de l'Obs, alors que Xavier Niel venait de racheter le journal. Enfin, il en était l'actionnaire le plus puissant financièrement. Et il se trouve que Xavier Niel était en affaires très proche avec le président de la République, François Hollande, de l'époque. Ça se passe comme ça, en fait, entre les grands actionnaires du CAC 40 et le pouvoir politique. C'est-à-dire Xavier Niel avait besoin pour son business de télécom d'un renouvellement de son contrat d'itinérance avec Orange. Et cette décision, elle est entièrement politique. Elle est entre les mains de l'État. Elle est entre les mains d'une instance qui s'appelle l'ARCEP et dont le président, tu vas rire, est nommé par le président de la République. Voilà. Donc, ils étaient en discussion quasi quotidienne. Pour le business de Niel, c'est un truc considérable. C'est-à-dire que c'est des renouvellements de plusieurs années. Et si Free n'est pas renouvelé, n'est pas adossé aux infrastructures d'Orange, Free s'effondre. Voilà. Donc, il se trouve que François Hollande était dans une passe extrêmement difficile, tellement difficile qu'elle l'a conduite à ne pas pouvoir se représenter à l'élection présidentielle. Il voulait pouvoir reprendre en main sa presse, compter sur sa presse. L'Obs fait partie de son précaré. Et donc l'opération de police politique a été musclée. Il se trouve que je ne faisais pas des choses extravagantes, hein, mais j'avais quand même une ligne où je donnais la parole à beaucoup de penseurs, sans doute plus à gauche que ce que Pierre Berger, Claude Perdriel et les autres fondateurs ou actionnaires de l'Obs avaient envie de lire. Oui, parce qu'on rappelle dans le contexte, François Hollande, il a été élu parce qu'il disait que mon ennemi, c'est la finance. Et puis en réalité, il a mené une politique extrêmement libérale. Il y avait le pacte de compétitivité, justement, qu'il a fait adopter en 2014. Et puis après, il y a carrément eu les lois travail en 2016. Donc c'est dans ce contexte-là que la ligne que tu défendais était quand même critique, parce qu'il menait justement pas tout à fait une politique socialiste, et en tout cas certainement pas la politique pour laquelle il avait été élu. Enfin, j'imagine que c'est ça qui t'a valu... Oui,
Oui, absolument. Et pour terminer sur cette affaire, c'est vrai que tout ça est intervenu en plein Nuit debout. Mmh. Il se trouve que François Hollande était très chahuté par le mouvement. Alors depuis, évidemment, il y a eu les Gilets jaunes, donc on voit que ce n'était que le début de la vague. Et puis dans l'Europe entière, il y avait un contexte de mobilisation sociale. Il y avait Syriza en Grèce, il y avait Podemos en Espagne. Donc il y avait cette inquiétude. Dans une social-démocratie un peu pourrissante, il y avait la peur que justement le peuple et les assemblées délibératives prennent trop d'importance. Or, il se trouve qu'à l'époque, j'étais en couple avec un des 2 leaders de Nuit debout. Tout ça, mis bout à bout, a créé une situation totalement explosive qui a fait que j'ai été sortie dans des conditions d'une violence salariale extrême du Nouvel Obs en 2007. Sur Praxis, on ne fait pas que constater, on agit. On vous propose des solutions, mais pour les imposer, on a besoin de vous. Allez voter sur praxismedia.fr. C'est sécurisé et gratuit. Transformons notre colère en force politique et ensemble, reprenons le pouvoir. Oui, et c'est ça peut-être que le grand public ne voit pas. C'est que effectivement, c'est un des moyens qu'on a d'imposer une ligne éditoriale, c'est tout simplement de se séparer des journalistes qui posent problème. Et ça, on règle ça en privé. Alors toi, après, ton dossier a été médiatisé, mais en fait, il n'y a pas tant que ça de journalistes dont les dossiers d'affaires comme ça qui ont été écartés pour des raisons politiques ont été médiatisés. Et donc c'est un peu... parce que c'est la question que je voulais te poser, c'est comment on fait en fait quand on est un média établi pour imposer une idéologie et comment on pratique la censure. Alors, il y a notamment envers les journalistes, mais il y a peut-être d'autres méthodes qu'on utilise au quotidien pour effectivement pratiquer la censure et imposer un discours, un certain type de discours. Alors, effectivement, le licenciement, c'est le stade le plus grave et spectaculaire. Mais la censure, évidemment, elle travaille bien en amont. Elle travaille déjà au niveau du recrutement des journalistes. C'est-à-dire que, mais ça par contre, c'est vieux comme la presse, c'est vieux comme Balzac. Dans Illusion perdue, vous avez des scènes où le rédacteur en chef recrute un petit jeune parce qu'il sent qu'il a l'échine souple et qu'il n'ira pas s'aventurer sur des chemins interdits. Il y a cette expression balzacienne que j'aime beaucoup, souple comme un vieux cuir. Un jeune collaborateur souple comme un vieux cuir. Voilà, donc ça, c'est le premier échelon. Après, il y a évidemment l'autocensure des journalistes, tout simplement. Il y a énormément de gens qui n'ont pas envie d'avoir de problème. C'est peut-être ce que tu aurais dû faire, du coup, t'auto-censurer. Absolument, et je connais énormément de gens, à l'heure où on se parle, dans ces rédactions-là, dans le groupe Le Monde, à l'Obs, etc., qui rongent leurs freins depuis des années, voire des dizaines d'années, voire 20 ans. Ils ne sont pas dans un état très reluisant. Ce ne sont pas quand même des situations humainement très valorisantes, très gratifiantes. Donc, l'autocensure, elle marche, elle fonctionne énormément. Et je pense même que c'est peut-être le cas le plus fréquent, ce qui permet au système de fonctionner à peu près. Je crois que c'est Orwell qui raconte ça dans l'avant-propos de La ferme des animaux. C'est quand même le cas de figure le plus fréquent, en fait. C'est-à-dire que les gens s'auto-contrôlent, Oui. En fait, il n'y a même pas besoin de donner des instructions ou de pratiquer une censure effective, parce qu'il y a une sorte d'ambiance, on sait quel est le sens du vent, et on a bien compris qu'il vaut mieux suivre le courant, effectivement, parce que sinon on risque pour sa carrière, en fait. Et c'est peut-être ça, effectivement, le mécanisme de contrôle éditorial le plus répandu donc, dans les médias importants, quoi. Absolument, et effectivement, on est aussi, il faut bien le dire, dans une situation qui s'est énormément dégradée, mais encore davantage depuis que j'en suis partie, puisqu'il y a très peu de place dans les médias. C'est un secteur en crise. Par ailleurs, on sait qu'il y a une puissance, le groupe Bolloré, qui grignote énormément de titres, et beaucoup de journalistes n'ont pas forcément envie de travailler pour Vincent Bolloré, comme tu le sais. Donc, il y a un chantage à l'emploi considérable, très peu de postes.
Donc les gens s'accrochent plus que jamais. Ils sont prêts à faire des concessions énormes sur le fond, des concessions éthiques, des concessions déontologiques, etc. Et effectivement, on n'est pas à une époque où les gens démissionnaient parce qu'on avait caviardé leur papier et retrouvé du boulot dans un autre titre 15 jours plus tard. On est dans un tout autre contexte aujourd'hui en France. Oui, ce que tu décris là, moi, ça me fait penser de mon expérience en droit du travail. Ça ne concerne pas que les médias. C'est-à-dire ce que je disais quand j'étais avocat, là, c'est que la démission, oui, elle existe toujours dans le Code du travail, mais en principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tension est telle sur le marché de l'emploi qu'il y a énormément de gens qui savent que s'ils perdent leur emploi, ils se retrouvent au chômage. Et donc, la conséquence, c'est qu'ils acceptent des conditions de travail qui sont inacceptables. Et c'est ce qui explique, en tout cas en grande partie, pour moi, l'explosion des burn-out au travail et des situations de harcèlement. Et moi, je veux dire, à l'époque, c'était 90% de mes dossiers, c'était du burn-out ou du harcèlement moral, hein. Et donc des gens qui ne pouvaient pas démissionner, qui me disaient, mais maître, je ne peux pas partir, sinon je me retrouve au chômage, je n'ai plus d'emploi. Donc en fait, cette situation-là, à la limite que tu décris des médias, elle est même vraie dans beaucoup d'autres secteurs de l'emploi. Et donc ça me paraît une explication très pertinente pour expliquer pourquoi aujourd'hui, finalement, on n'a qu'un seul discours, parce que c'est ça la conséquence que les gens peut-être ne voient pas forcément, c'est que politiquement, économiquement, il n'y a qu'un discours qui est autorisé aujourd'hui. Et c'est peut-être de pire en pire. Il suffit de faire l'expérience suivante, hein, moi qui me retourne littéralement, c'est d'entrer dans un kiosque, d'entrer ou de se balader dans un relais H. Vous voyez, quand vous avez aimé la presse comme moi, j'ai aimé la presse, y a de quoi être malade parce qu'en fait, tout le monde tire absolument dans le même sens. Vous voyez, il y a... mais alors évidemment, il y a les cas les plus échevelés, hein. Il y a le JDD, le Valeurs Actuelles, la Furia, Franc-Tireur, Front Populaire, etc. Mais tout ce qui est l'Express, le Point, qui autrefois était un peu du mainstream, qui restait encore, qui essayait de rester correct, de ne pas basculer du côté obscur de la force. Maintenant, ils ont totalement été emportés par le glissement de terrain entier. Et on a vraiment le sentiment de lire tout le temps la même chose, à savoir les immigrés, les coupes, pendant la réforme des retraites. Évidemment, il y avait une seule voix dans ce type de presse pour appuyer l'offensive d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que, et c'est pas une impression personnelle, hein, je pense que tu peux le partager, ce constat aussi, on a l'impression que la presse progressiste, le camp de l'émancipation, quel que soit le nom qu'on lui donne, est en train de disparaître. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience de tenir entre tes mains, et je le dis avec gentillesse pour les rédactions concernées, mais l'Humanité ou Politis ou Regard, mais voilà, tu as la sensation tactile de ce que c'est qu'une guerre d'attrition menée par le capital, parce qu'il reste quelques pages à peine, et on sent que ce sont des rédactions qui souffrent énormément, qui n'ont pas de moyens. On sent que c'est pas là qu'est le pouvoir et, comme disent les rappeurs, le bif, tu vois, c'est pas là que ça se passe, quoi. Donc la situation est extrêmement détériorée. La situation que je décrivais dans Le Monde libre, dont tu as rappelé le titre tout à l'heure, qui était déjà l'histoire d'une chute, elle est encore plus dégradée, parce que depuis que je suis partie, il y a eu toute l'ascension du groupe Bolloré. Il y a eu le rachat du JDD, refait du sol au plafond, avec des licenciements d'une brutalité incroyable, le licenciement d'Hervé Gattegno, etc. Et puis, il y a cette espèce, on sent cette espèce de poussée de droite radicale dans le pays, qui d'ailleurs, on va sûrement en reparler, mais ne vient pas de nulle part, hein, qui accompagne aussi une poussée politique tout à fait réelle. Hein, c'est pas... et la situation est devenue extrêmement compliquée pour faire entendre
un autre discours, un autre récit des choses et faire entendre tout simplement d'autres voix. Alors d'autres voix, c'est justement ce qu'on entend peut-être sur les médias indépendants, qui ont gagné beaucoup d'importance et d'influence quand même ces dernières années, même si ça reste la sphère Internet, on voit que ça progresse. Et ça, ça plaît pas du tout aux grands médias. Et on a vu des initiatives depuis une dizaine d'années de l'émergence du fact-checking. C'est-à-dire qu'on vient nous expliquer qu'on est dans l'ère de la post-vérité. Bon, très bien, sauf qu'en fait, il y aurait ceux, donc eux, qui ont la vérité, et puis les charlots, ceux qui racontent n'importe quoi. Et donc, il faudrait mettre des petites pastilles pour dire ça, c'est vert, c'est bon. Donc, les médias, en gros, installés. Et puis, les nouveaux, bon, par contre, eux, ils sont. Ils raconteraient des mensonges ou ils ne seraient pas sérieux. Qu'est-ce que tu penses de ces fact-checkers? Est-ce que tu penses vraiment. En fait, qu'est-ce que tu penses même de l'idée de fact-checker quand on est journaliste? Est-ce que c'est possible de dire qu'il y a une vérité, une objectivité possible? Alors moi, j'en pense évidemment énormément de mal. Moi, je pense comme le journaliste américain Glenn Greenwald, euh, qui est à l'origine des révélations Snowden, etc., puis qui est une voix très importante du journalisme indépendant en ligne. Il dit un expert en désinformation est nécessairement un escroc. Et Ça a le pourquoi mérite d'être clair. Voilà. Et pourquoi Parce que voilà, personne, ni messieurs Rudi Reichstadt, ni messieurs Tristan Mendes France ne sont experts en géopolitique, en économie, en Eh politique, oui. etc. Souvent, je ne veux pas en remettre sur cet argument-là, mais souvent, ce sont des gens qui ont fait des études qu'on va qualifier de peu poussées. Il y en a un qui n'a pas fini sa thèse, l'autre, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais par contre, on sait qu'il a été dans l'orbite de Bernard-Henri Lévy et de Pierre-André Taguieff, et qui visiblement, ça a été plus important pour sa carrière que ses diplômes. Et ces gens sont absolument partout. C'est un tapis de bombes, notamment dans le service public de l'information français, sur France Info, sur France Inter, sur France Culture, sur c'est ce soir, c'est dans l'air, c'est machin, c'est trucs, etc. Partout. Et dans la presse privée aussi. Ils ont des colonnes entières dans l'Express, etc. pour s'en prendre à tous les opposants du pays, aux gens qui se battent encore, aux gens justement qui veulent faire entendre d'autres discours, qui posent vraiment les questions qui fâchent. Donc ces gens-là, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des gens de bonne foi, ce sont des gens qui remplissent une mission, vraiment. Et ce sont, moi je les qualifie ainsi, des trolls, véritablement des trolls gouvernementaux, puisqu'ils sont, leurs officines comme Conspiracy Watch sont financées par l'État, bien souvent, ou par des associations telles que la LICRA, le Mémorial pour la Shoah, etc., qui, de mon point de vue, sont détournés de leur fonction véritable, parce que c'est très important qu'il y ait de lutter contre l'antisémitisme, qu'il y ait une fondation du Mémorial de la Shoah qui pourrait remettre ça en question. Mais je ne vois pas tellement le rapport, le lien entre le travail de lutte contre la radicalisation ou l'antisémitisme et ce que font ces messieurs, à savoir harceler les résistants de ce pays du soir au matin. À une époque, je pensais, je me disais, finalement, j'avais été trop généreuse à leur égard. Je me disais, c'est peut-être, maintenant qu'il n'y a plus d'engagement, plus de presse engagée, c'est peut-être une façon pour la presse, comme ça, de transformer les journalistes en petits gardes-barrières des exactitudes factuelles. C'est peut-être une manière de trouver une fonction, de survivre dans une presse complètement sous domination CAC 40. Mais je crois que c'est pire que ça, en fait. Je crois que vraiment, ils remplissent une fonction. Ils font des fiches, ils salissent des réputations, ils alimentent les fiches Wikipédia je ne sais pas si c'est ton cas, François, mais... Pas encore, je touche du bois.
des uns et des autres. Oui. Oui, parce qu'ils s'en prennent toujours, en gros, aux mêmes personnes, en tout cas aux mêmes courants idéologiques. Et comme par hasard, c'est toujours des courants qui vont être plutôt critiques du système en place, du discours dominant. Et quand on pointe leurs erreurs du doigt, ils se remettent jamais en question. Donc pour des fact-checkers, c'est un peu problématique quand même, parce que le doute, le scepticisme, c'est ce qui devrait guider leur action. Absolument. Une chose qui est très frappante, qui montre que ce ne sont pas des gens de bonne foi, c'est qu'ils ne s'excusent jamais Hmm. quand ils répandent des fake news. Je vais prendre plusieurs exemples. Il y a le fameux Russia Gate, l'idée selon laquelle Trump aurait été mis au pouvoir par les Russes, une idée qui était répandue par le clan Clinton Hmm. et dans On est en la, 2016, là, c'est au en moment deux- de la première le élection. premier Trump, et dans laquelle la presse mainstream des deux côtés de l'Atlantique s'est engouffrée avec bonheur. Cette idée-là a été complètement débunkée par la presse américaine la plus sérieuse, par le Harper's par exemple. Et jamais les fact-checkers ne sont revenus sur les contre-vérités qu'ils avaient écrites et dites à ce moment-là, alors que la presse américaine, qui a quand même encore un surmoi bien plus professionnel, bien plus puissant que chez nous, c'est à présenter des excuses aux lecteurs. Et ça leur a pas fait plaisir, hein, parce qu'ils sont pas devenus trumpistes pour autant à l'époque, mais ils l'ont fait. Oui, ça s'appelle l'honnêteté. En fait, l'objectivité n'existe pas dans le journalisme, ça c'est pas possible, parce qu'un être humain, on a tous nos biais, voilà. Mais en revanche, on peut essayer d'être honnête. Et c'est effectivement ce qu'on peut reprocher à nos fact-checkers français, c'est le manque d'honnêteté, puisqu'ils sont effectivement incapables de se remettre en question. Après, pour élargir un petit peu et revenir sur un exemple qui a été marquant, je crois, d'un discours médiatique comme ça qui peut se mettre en place et qui constitue une vraie propagande, c'est le traitement médiatique des Gilets jaunes. Et toi, justement, à ce moment-là, tu t'es énormément impliqué. J'en suis évidemment le témoin, puisque à l'époque, tu officiais aux médias, mais et aussi sur QG, à cheval, sur les deux périodes, et tu m'as beaucoup invité à ce moment-là. Et effectivement, c'était l'un des rares endroits où j'étais pas en terrain ennemi et où je pouvais faire une phrase de plus de 30 secondes sans être interrompu, alors qu'évidemment, quand j'étais sur d'autres chaînes comme BFM, LCI ou CNews à l'époque, c'était très compliqué à chaque fois, et j'y allais, je veux dire, j'avais l'impression de rentrer dans l'arène et de devoir être un gladiateur, en fait, pour me défendre, et pour défendre le mouvement. Est-ce que tu peux revenir sur cette période et nous dire ce qui t'a marqué et pourquoi tu t'es autant investi à cette époque-là? Les Gilets jaunes, ça a été, ils ont changé ma vie, hein, et la tienne aussi, hein. Je pense que c'est une des choses qui nous réunit vraiment. D'abord parce que moi, c'est un mouvement politique, c'est peut-être le premier mouvement politique avec lequel je me suis sentie complètement en affinité, puisqu'il permettait, c'est peut-être ton cas aussi, de faire le lien entre mon histoire familiale, c'est-à-dire des origines plutôt populaires, et un engagement au service de la France, dans la rue, transpartisan. Ça, c'est quelque chose dont j'ai senti immédiatement la puissance. Quand je dis immédiatement, c'est le 24 novembre 2018, la première fois que je suis allée sur les Champs-Élysées. En tant que journaliste, j'ai été complètement emportée par la vague. Pareil, pareil, le 17 ou le 18, mais... ouais. Et c'était à l'instinct. C'est vrai que c'était ça, Oui. c'était assez fou, c'est que ça a été très instinctif, je crois, pour tout le monde dans le mouvement. Tout de suite, on se sentait comme moi, je devais y être. Je devais être là, je devais être avec les autres, je devais être sur le rond-point. Alors que franchement, a priori, je devais plutôt être dans mon cabinet d'avocat, quoi, plutôt que d'être sur le rond-point. Tout à fait. Moi, c'est vrai que je viens pas d'une culture manifestante. J'avais quand même suivi parfois des manifestations, notamment au moment de la loi travail. C'est peut-être là où j'ai commencé On a vraiment le même parcours. À sortir dans la rue. Non, mais vraiment. Ouais. Avant, pour moi, je dois dire, c'était vraiment loin. Même si je m'intéressais énormément à la politique, ça depuis toujours, mais c'était très loin et ça me semblait un petit peu un mouroir. Je ne me reconnaissais pas dans les organisations syndicales et militantes qui tenaient la rue. Et les Gilets jaunes, évidemment, sont venus balayer tout ça. Et en plus,
il est vrai que là, c'est venu apporter de l'énergie collective et de la puissance à ce que je venais d'écrire, à ce que je venais de publier le mon livre, une critique quand même, Mmh. euh, un procès, un brûlot contre les médias français et les Gilets jaunes, évidemment, avec toute leur innocence, Oui. découvraient ce que c'était que c'est le fonctionnement de ces médias-là. Alors qu'au début, de la même façon qu'ils étaient dans des tentatives de fraternisation avec la police, avant de se faire Mmh. matraquer et tirer dessus, au LBD, ils essayaient quand même d'y croire, Mmh. de croire que les journalistes allaient faire entendre leur discours, etc. Bon, ils se sont pris évidemment Ils ont vite été qualifiés d'homophobes, de racistes, antisémites, antisémites, violents, extrémistes, factieux. Enfin bon, on leur a pas épargné grand-chose, quoi. c'est sûr. Et, Cannibale, on n'a pas dit cannibale, je crois. Mais à part ça, mais ça c'était pas nécessiterait loin. peut-être une vérification, Oui. un fact-checking. Un fact-checking. Ouais, non, ça a été extrêmement violent. Emmanuel Macron en a tiré les leçons pour la suite de ces 2 quinquennats, parce que Oui. comme c'est un petit peu le sujet de notre discussion du jour, il faut que les gens, parce que ça bombarde beaucoup, ça va très vite, et on finit par oublier tout ce qu'il a fait. Mais il a passé en catastrophe plusieurs lois, Emmanuel Macron, depuis l'été 2018, pour essayer de contenir ça. Donc il y a eu la loi secret des affaires très tôt. Après, il y a eu la loi sur les fake news, passée pendant les Gilets jaunes en catastrophe, à quelques jours avant Noël. Puis il y a eu la loi sur la haine en ligne. Alors évidemment, à chaque fois, ce sont des lois détournées de leur véritable fonction, parce qu'évidemment, on n'est pas Pas pour la haine en ligne. A priori, ni toi ni moi ne sommes pour la haine en ligne en soi. Mais le résultat, c'est que ce sont évidemment des lois qui, à chaque fois, ont été détournées de leur fonction. Oui, pour contrôler les opposants politiques. Voilà, pour les invisibiliser, pour les sadiser de toutes les façons légales possibles. Et puis est venue par-dessus tout ça la loi européenne, fortement accompagnée, poussée par la France, le Digital Service Act, qui vient encore davantage réprimer les contenus en ligne et pousser aussi, donner beaucoup d'influence aux fact-checkers dont on vient de parler, parce que beaucoup d'entre eux ou des associations pour lesquelles ils travaillent sont les signaleurs de confiance du DSA, c'est-à-dire que c'est eux qui disent « Ah non, ça c'est pas possible, ah ça c'est pas possible », donc liste noire, liste blanche, etc. Et au total, on arrive à une information extrêmement contrôlée. Oui, et on voit justement que cette volonté de contrôle, elle s'exprime donc par ces nouveaux dispositifs. Et pourquoi ? Parce que le système voit bien qu'il perd la main avec les nouveaux médias indépendants qui ont surgi ces dernières années. Quel rôle, tu crois, ces médias peuvent jouer pour contrer le rouleau compresseur que sont peut-être encore aujourd'hui les médias dominants, mais est-ce qu'ils le sont encore vraiment aujourd'hui ? Et comment tu vois les choses évoluer dans les années à venir entre cette lutte, entre médias installés et médias indépendants, dont on voit quand même qu'ils prennent petit à petit de l'importance, j'ai l'impression. Alors effectivement, tu fais bien de le souligner, la puissance de feu n'est quand même pas la même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des coups incroyables ou des vidéos à plusieurs millions de vues, etc. Ça existe déjà. Ça, c'est acté. Mais les gens, quand même, s'informent encore massivement devant la télévision. En tout cas, au-delà d'une certaine tranche d'âge. Le problème, c'est que c'est la tranche d'âge qui vote. Donc, le poids électoral de cette affaire médiatique est quand même colossal. Et l'âge moyen du corps électoral, je crois qu'il est autour de 55 ans. Donc, ça dit je pense qu'on doit être un petit peu dans les mêmes âges que les personnes qui regardent le journal de TF1, le journal de France 2, qui sont encore très regardés par des millions de personnes. Oui, bien sûr. Et alors, il y a quand même des signaux positifs. Alors, je vais en prendre un petit peu paradoxal, parce que, il s'agit de l'élection de Donald Trump, la deuxième. Donc, on sait tout ce qu'il a fait depuis, toutes ces trahisons, tous ces mensonges. Et on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, c'est le président de la première puissance mondiale. Et il a été élu
contre 80% des médias mainstream, des médias, des puissances d'argent, etc., du pays. Qui diffuse la bonne parole, en principe. Absolument. Que le peuple est sommé de croire. Exactement. Et qui n'avait pas encore pris la vague trumpiste et qui était encore coincé dans le logiciel démocrate. Et qui, depuis, pour la plupart, ont rattrapé le chemin en cours. Mais bon, et donc, alors ça ne veut pas dire qu'il a été élu sans les médias. Attention, et c'est là où ça devient intéressant. Il a été porté par de grands influenceurs, suivis par des millions de personnes qui font des heures d'antenne, des Joe Rogan, des Tucker Carlson, qui à l'époque était encore, ne s'était pas retourné contre lui, extrêmement suivi. C'est peut-être le journaliste le plus suivi du monde occidental, en tout cas jusqu'à l'élection, la deuxième élection de Trump. Et ces gens-là l'ont beaucoup porté, l'ont beaucoup soutenu. Donc ça quand même, comme on continue à vivre généralement avec un délai de retard ce que vivent les États-Unis, ça, c'est un indicateur effectivement du fait que peut-être une candidature pourrait être portée hors système. Alors, attention, Trump est quand même un homme du système. C'était pas un inconnu à New York, notamment, etc. C'était une figure de la télévision aussi. Il y a tout le mythe Trump new-yorkais, etc. Mais bon, il était quand même anti-système et à certains égards hors système. C'était voilà, une particule échappée du système. Donc, ça doit quand même nous faire réfléchir. Et ça, je pense, ça doit faire réfléchir une initiative telle que la tienne sur Praxis, évidemment, puisque d'après ce que tu m'as expliqué, tu vas lancer des plateformes de vote, etc., pour des plateformes de consultation populaire, justement. Donc, c'est cette envie qu'on sent quand même monter chez beaucoup de gens dans la population, d'avoir une candidature qui ne soit pas celle qu'à un an de l'élection maintenant, on nous propose, c'est-à-dire Bardella, Retailleau. Je donne le trio de tête à l'heure où on se parle. Bardella, Retailleau, Édouard Philippe. Ça ne fait pas rêver. Non. Voilà. Donc évidemment, il y a plein de gens qu'on connaît et d'autres dans le pays qui se disent mais voilà, il faut qu'on fasse émerger, qu'on s'organise tous pour faire émerger autre chose. Donc en fait, c'est pas impossible. Oui, mais c'est intéressant de prendre l'exemple américain parce que tu as raison, on voit que ce qui se passe aux États-Unis, généralement 5 ou 10 ans après, ça se passe chez nous. Et on voit qu'effectivement, Trump, il a été élu par des médias en fait qui n'étaient pas les médias installés traditionnels. Et donc ça veut dire que les gens, quand ils décident de regarder et même de soutenir donc des médias indépendants, il y a QG, il y a Praxis, il y en a d'autres, les gens les connaissent, et ben ça peut avoir une influence au final parce que ça peut peser sur le paysage médiatique d'ensemble et sur le récit qui à un moment donné va pouvoir s'imposer et sur une candidature qui pourrait s'imposer. Donc je rejoins assez ton analyse et c'est pour ça de toute façon qu'on fait ça, c'est parce qu'on a fait le constat que de toute façon dans le système traditionnel nos voix ne seraient jamais entendues et on pourrait rien faire. Alors il y a un autre sujet sur lequel je voulais aussi t'interroger parce que avec QG, vous faites aussi beaucoup de reportages de terrain. Vous êtes allé beaucoup dans les manifestations. Et on a vu la répression policière qu'il y a eu pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais en fait, durant les mouvements sociaux aussi qui ont suivi, et y compris de plus en plus contre la presse en manifestation. Et ça a vraiment commencé au moment des Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu dirais du droit de manifester aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe encore ? Voilà. Quelle est ton appréciation ? Alors, il existe encore. Mais il est extrêmement restreint. De deux façons. La première, effectivement, législative. Là, je parle à l'avocat. Et ça date vraiment des Gilets jaunes. Il y a eu, de tête, il y a eu la loi anti-casseurs en 2019 qui a autorisé des interpellations ciblées d'individus. Et préventives. Avant même qu'il y ait l'infraction, voilà. En fait. C'était le matin même ou la veille. Voilà, pas le droit de manifester. Voilà. C'est Minority Report. C'est ça, absolument.
Il y a eu la loi sécurité globale, qui a été un grand combat. Ce qui est incroyable, c'est que plein de gens l'ignorent dans le pays. Moi, je crois encore des gens à qui je dois expliquer que oui, quand même, on s'est fortement battu. On a arraché quelques Oui. articles de loi. Ouais. L'interdiction de filmer, notamment, a été Exactement. censurée. Pour les journalistes, Ouais. c'est pas rien. L'interdiction de Mais filmer les policiers en manifestation par c'est ça. les manifestants, ça, c'est une disposition qui a été censurée, mais c'est quasiment l'une des seules qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, effectivement. Exactement. Donc ça, c'est quand même les gens dans la rue qui l'ont arraché. Bon. Mais d'autres choses sont passées. Les drones, l'usage intensif des drones maintenant est complètement normalisé, banalisé. Oui, on rappelle que la France, c'est l'un des seuls pays européens qui utilisent des armes de guerre en manifestation, avec les LBD et les grenades de désencerclement. Donc c'est quand même une spécificité française, ça, pour le coup, en Europe. Oui. Bon, ça aussi, on l'a appris pendant les Gilets jaunes. Hein. C'est des réalités qui m'étaient assez largement étrangères avant. Mais on a, oui, la police la plus violente d'Europe. Donc, bravo, la France. Hein, on est, voilà en tout cas un domaine où on ne recule pas. On n'est pas tombé du podium. Oui, c'est ça. Là, on n'est pas en déclin là-dessus. Non. On est en progression. Non, on est en forte progression. Il y a eu le changement de la doctrine du maintien de l'ordre. Il y a la création de la Brave. La création de la Brave pendant les Gilets jaunes, qui a permis de mater les Gilets jaunes. La Brave, c'est les motards, hein, on rappelle. Voilà. Hein. Donc, le retour des voltigeurs. Ouais. Qui avait été interdit après la mort de Malik Oussekine dans les années 80. Et qu'on a vu à l'œuvre pendant la réforme des retraites, qui ont littéralement massacré des manifestants à Paris, donc, et qui sont toujours en action. Voilà, tout ça, c'est l'héritage des Gilets jaunes. Et puis, il y a autre chose aussi, outre les aspects législatifs et le travail de saccage de la Macronie. Il y a le fait que vous manifestez, mais il ne se passe rien, en fait. La réforme des retraites et la mobilisation a été énorme. Et elle a touché d'autres catégories de la population, des jeunes, des bourgeois qui étaient assez éloignés de ce type de réalité, qui sont sortis à Paris, en tout cas, dans la rue, massivement et dans des grandes villes de province. Mais le truc, c'est que, et ça, c'est la puissance des médias, des réseaux sociaux et de la nouvelle gestion du parc humain, hein, pour parler comme Sloterdijk, c'est que, et ça, je pense que tu as dû le vivre toi aussi avec la même stupéfaction que moi, pendant les Gilets jaunes, on avait l'impression parfois de vivre un truc totalement insurrectionnel, incroyable et vraiment, historique. Et 2 rues plus loin, on changeait de pâté de maison. Et il y avait des bobos en terrasse en train de boire un macchiato latte ou un burrito et qui n'en avaient absolument rien à foutre, qui semblaient même ignorer que leur ville était soulevée par une convulsion historique comme peu de gens vivent quand même dans leur vie. Et ça a un effet vraiment extrêmement décourageant, quoi. Et ça n'arrive pas non plus par hasard. Ça, c'est vraiment du fine-tuning de la population, orchestré justement aussi par les médias. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'est ça qui fait que aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment encore en démocratie ? Dire quand on voit la liberté de manifestation qui est quand même très, très attaquée, très restreinte, le fait que les politiques, le pouvoir n'entend plus effectivement les manifestants, parce que tu as parlé de la réforme de la retraite à juste titre, et il y avait 70% des salariés actifs qui ne voulaient pas, enfin de toute la population qui ne voulait pas de la réforme de la retraite, et c'était 90% quasiment de la population active qui ne voulait pas de la réforme de la retraite, et elle est quand même passée. C'est quoi les marqueurs, selon toi, vraiment essentiels qui montrent que la souveraineté a été en large partie confisquée au peuple, au-delà donc de la restriction de manifester et du fait qu'on n'écoute plus de toute façon le peuple quand il manifeste dans la rue? Alors, il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que la France n'arrête pas de descendre dans les classements. Nous sommes maintenant une démocratie défaillante, officiellement. Dans le fameux classement, celui qui fait référence dans The Economist, l'hebdomadaire anglais, qui n'est pas exactement un organe gauchiste, c'est le moins qu'on puisse dire.
on descend. Maintenant, depuis 2024, on est passé 26e. Et malheureusement, pour les plus graves des raisons, c'est-à-dire sincérité des scrutins, respect des normes électorales, pluralisme d'expression, etc., etc. Donc, voilà où on en est. Voilà où on en est. Je rappelle quand même s'il faut se battre pour le dire, ce qui est fou, c'est qu'en 2024, l'été 2024, il s'est quand même passé quelque chose d'hors norme dans ce pays. C'est-à-dire que le résultat des urnes n'a pas été respecté par le président de la République, qui, quoi qu'on en pense, qu'on soit content ou pas, qu'on aime Lucie Castet, le RN ou pas, peu importe, mais en tout cas, Macron devait entrer en cohabitation, devait nommer un Premier ministre de l'opposition. Et il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais lâché la barre. Il a nommé successivement des ombres, des épaves du vieux monde, des Barnier, jusqu'à Le Cornu aujourd'hui, dont on a quasiment fini par oublier l'existence. Est-ce que tu entends dans le quotidien des gens te parler de Le Cornu ? Moi, jamais. Je pense que plus personne ne s'occupe de la politique intérieure. Donc, Macron, pour éviter d'être sorti et de façon infamante et de perdre l'Élysée, a préféré comme ça entraîner le pays entier dans une espèce de situation d'immobilité totale, quoi. Parce qu'il ne se passe plus rien en France. Il ne se passe plus rien, alors que le monde entier est en train de s'embraser. Et au sujet des élections législatives, ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'en fait, il y a la lettre et il y a l'esprit des institutions. Et Emmanuel Macron, en fait, il a une approche légaliste, formaliste des institutions. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je respecte scrupuleusement la lettre, mais il bafoue totalement l'esprit. C'est-à-dire que quand tu dis à raison qu'il aurait dû nommer un Premier ministre de la gauche, du nouveau Front populaire, c'était l'esprit parce que le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections. À la limite, il aurait pu nommer un Premier ministre du Rassemblement national, qui était arrivé en tête au premier tour. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne pouvait pas nommer un Premier ministre, quelqu'un qui représentait la troisième force à l'Assemblée nationale. Et c'est pourtant ce qu'il a fait. Alors, il l'a fait de manière légale, parce que le Parti socialiste et le Rassemblement national se sont entendus pour ne pas censurer le gouvernement, etc. Donc, effectivement, il n'y a pas d'illégalité dans ce qu'a fait Emmanuel Macron, mais en revanche, il y a un esprit antidémocratique et une violation de l'esprit démocratique qui est incontestable. Oui, et je dirais même antipatriotique, parce que je pense que la situation de la France serait bien meilleure aujourd'hui si on était en cohabitation. Je pense qu'il y a toutes sortes de passions mauvaises qui seraient dégonflées, et peut-être même si voilà, il y a des illusions aussi électorales, hein, l'illusion du Rassemblement national qui serait en train peut-être déjà avant la présidentielle d'être éliminé par le pays. Donc c'est extrêmement grave ce qu'il fait. Il n'a pas permis la respiration en fait que le pays voulait. Le pays voulait une alternative, manifestement, je veux dire, en plaçant les deux forces d'opposition à gauche et à droite en tête. Le pays voulait une alternative. Et Macron, ça, l'a refusé. Mais justement, quel bilan tu tires des années Macron ? Est-ce que pour toi, pour essayer de prendre un peu de recul, est-ce que pour toi, il est dans la continuité de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, ou est-ce qu'il y a eu une véritable rupture avec Emmanuel Macron ? Non, je pense qu'il n'y a pas de rupture véritable à mes yeux. Pour moi, la véritable rupture, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. J'étais journaliste à l'époque. C'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy, le président néoconservateur, en fait, qui nous fait rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN, qui va déclencher une intervention typique néocon en Libye, qui va s'asseoir sur le vote populaire à travers le traité de Lisbonne, qui donc valide remet en cause le non du référendum de 2005 sur le traité européen. Voilà. Donc c'est lui qui en fait, à travers pour prendre seulement ces trois actes-là, détruit un petit peu la souveraineté française, fait de nous
délaqué des États-Unis, parmi d'autres, aux côtés de la Grande-Bretagne de l'époque, etc. Mais voilà, donc là, il y a vraiment une grande rupture. Et finalement, Macron est le produit de cette histoire. Alors après, je pense que pour avoir vécu avec intensité comme moi les Gilets jaunes, tu seras sans doute d'accord. Après, il y a la coloration personnelle de Macron, qui est quand même très particulière. Et moi, je dirais que lui, ce qui le singularise par rapport aux autres, même par rapport à Hollande, par rapport à Sarkozy, c'est l'absence d'empathie totale, quoi. C'est vraiment le banquier d'affaires totalement coupé de la chair du pays et qui ne ressent rien, sinon peut-être de la haine pour les Français. Parce que, souviens-toi de ce grand discours qu'il avait prononcé à Noël en plein gilet jaune. Bon, on sentait quand même... La foule haineuse. Oui, on sentait... bon, non seulement c'était pas un discours à la hauteur de la situation, et c'était pas un discours de réconciliation, comme celui que n'importe quel président aurait dû tenir, quoi qu'il en pense. Mais en plus, il en remettait. On sentait vraiment beaucoup de rancœur accumulée. Donc oui, il a ce côté très cassant. On ne va pas rappeler toutes ces formules. Voilà, donc... Mais il naît finalement le comportement qu'il a aujourd'hui en tant que président, à savoir un suiveur de nos maîtres états-uniens. Ça, c'est pas lui qui l'a inventé. Oui, mais je te rejoins tout à fait. Moi, je pense que ce qui caractérise Macron par rapport à ses prédécesseurs, c'est uniquement sur la méthode, c'est sa capacité à mentir ouvertement, mais vraiment, je veux dire, à nier l'évidence. Quand il y avait les violences policières au moment des Gilets jaunes, il dit « mais non, il n'y a pas de violence policière, c'est pas possible dans un état de droit », grosso modo. Quand on l'interroge sur les victimes des Gilets jaunes, ceux qui ont été éborgnés ou mutilés, il dit « il n'y a pas eu de dommages irréparables ». Pardon, va dire ça à ceux qui ont perdu, voilà, va dire ça à ceux qui ont perdu leur œil ou leur main. Bon, et en fait, cette indécence comme ça à mentir, je crois que pour moi, c'est l'un des éléments qui peut-être est une rupture par rapport à Sarkozy et Hollande. Mais là, on parle de méthode, on parle de forme, et pas de fond. Sur le fond, il a effectivement poursuivi en fait la même politique atlantiste, en fait, soumis aux intérêts américains, effectivement. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Mentir, baratiner aussi. C'est un baratineur. Pendant le grand débat, on l'a vu à l'œuvre pendant des jours et des nuits même, capable enfin, c'était vraiment les 1001 nuits, quoi, capable d'endormir tout un pays comme ça, par son verbe. Il aime s'écouter parler. Comme dit Emmanuel Todd, et le problème de Macron, c'est qu'il croit en l'action par le verbe. Mais je pense que je pense que de toute façon la messe est dite pour lui à l'heure où on se parle. Puisque tu parles de bilan, il est incontestable que son bilan, par contre, lui est lourd. C'est vraiment en termes de destruction, on en parlait tout à l'heure, du droit à manifester, mais même simplement de l'esprit public, en fait. Il laissera une empreinte. Ça, je pense qu'il laissera une empreinte, d'autant qu'il est au pouvoir depuis quasiment 12 ans, quand il était déjà, en réalité, très influent, même s'il n'était pas à l'Élysée. Il était ministre de l'économie, puis il était conseiller de Hollande. Donc, ça fait maintenant longtemps qu'il manœuvre. Et qu'il est l'interlocuteur du CAC 40. Oui, et c'est vrai que peut-être que la trace qu'il aura laissée là, c'est qu'il a profondément fracturé le pays. On voit aujourd'hui que c'est extrêmement difficile même de se parler entre nous, parce qu'il aura tellement mis à mal les gens, menti, dire son bilan économique est désastreux, le non-respect des libertés publiques a atteint un niveau absolument phénoménal. C'était d'ailleurs une des autres questions que je voulais te poser, c'est qu'on voit que le pouvoir est de plus en plus autoritaire année après année, et Macron, il est l'incarnation de ça.
À ton avis, qu'est-ce qui terrifie autant le pouvoir pour que, de plus en plus, il ait besoin de tout verrouiller comme ça? Alors, il y a 2 choses. Il y a une circonstance historique qui nous réunit, c'est, les gilets jaunes quand Mmh. même, hein. Ça, je pense que ça a réveillé dans la haute bourgeoisie française la terreur du Mmh. peuple. Ça, c'est un truc extrêmement puissant. Hem, on sait pas la seconde épouse de Napoléon, Marie-Louise, d'Autriche, était terrorisée de devoir épouser un Français, c'était effectivement, 15 ans après la Terreur, mais vraiment, tout ça avait laissé une empreinte dans l'Europe entière, épouvantable. Et dans la bourgeoisie française, il y a ce même sentiment. Mmh. C'est-à-dire que le 19e siècle a quand même été extrêmement compliqué. Il y a eu les journées de juin 48 qui sont immortalisées dans l'éducation sentimentale. Il y a eu la Commune, bien sûr. Et puis plus tard, il y a eu le Front populaire, etc. Donc il y a l'idée que le peuple français est une masse, une foule dangereuse, Oui, bouillonnant et que ça peut très très mal se terminer. pour les bourgeois. Comme dit Tocqueville, ça peut se terminer avec la tête poudrée dans le panier. Et Mmh. ça c'est une image. Et je pense que les Gilets jaunes, vraiment, ont été ça. Oui, il y a un avant et un après, en Je fait. pense. Le retour de la lutte des classes, il se fait vraiment de manière claire, avec les gilets jaunes. On l'a vécu, cette grande peur, on l'a vu. Ouais. On l'a vu. Moi, je me souviens, j'étais le 1er décembre à l'Arc de Triomphe. J'ai vu, pour la première fois de ma vie, hein, j'ai vu la troupe en détresse, littéralement. J'ai vu des foules entières de CRS reculer. J'ai vu la foule vraiment prendre le dessus. C'était très impressionnant. Je pense que ça, ils ne l'ont pas oublié, hein. On a tous en tête, bien sûr, l'hélico de Macron qui tourne dans la cour de l'Élysée, etc. Je pense que le plan des égouts, tout ça. Donc, il y a ça. Mais plus profondément, je pense que depuis les années 80 et de façon continue, on a une explosion des inégalités. On a un retour dans la France d'une société d'héritiers. On a une toute petite tête d'épingle qui détient plus de 50% des richesses. On a des gens, on les a vus, on leur a parlé pendant les Gilets jaunes qui sont à découvert. À l'époque, c'était le 15 du mois. Maintenant, j'ose même pas imaginer. Maintenant qu'il y a eu le Covid et la guerre d'Ukraine et tout ce qu'on sait, j'ose même pas imaginer dans quel état sont aujourd'hui ces gens. Et une société plus injuste et une société plus dangereuse pour les riches, forcément. Donc, c'est une société qui fonctionne à la matraque. Et c'est exactement ce qu'on vit, parce qu'il y a de l'argent pour rien dans ce pays, sauf quand il s'agit de payer des CRS plus que des profs, parce qu'on en est là. Quand je raconte ça à des gens, dans des discussions ordinaires, les gens pensent que voilà, on est des excités, des militants, machin, et que voilà, et donc on exagère forcément, mais pas du tout, pas du tout. Le CRS français de base aujourd'hui est payé comme un prof en milieu de carrière. C'est ça que les gens n'ont pas en tête. Et en fait, ça donne une lecture de la situation française. Où va la priorité de l'État français? Voilà. Est-ce que c'est former l'avenir du pays en formant la jeunesse, ou est-ce que c'est verrouiller un système coûte que coûte? Parce que c'est ce que tu disais, quand il y a des inégalités, inévitablement ça produit un mécontentement qui grandit dans la population, qui se rebelle. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu d'autres mouvements sociaux, et c'est ça qui fait qu'en réponse, le système verrouille de plus en plus, parce qu'il n'y a que par la force qu'il arrive à maintenir le statu quo de sa politique économique inégalitaire et injuste. C'est la situation qu'on vit. Alors, la question, c'est, au point où on en est, c'est quand est-ce qu'aura lieu la prochaine explosion? Il est inimaginable qu'elle n'ait pas lieu, pour les raisons qu'on vient d'énoncer. C'est-à-dire qu'on sait dans quelle détresse quotidienne étaient beaucoup de travailleurs français. Ils ont été réprimés, ils ont été découragés. Là, à travers le vote Rassemblement national, on leur offre une fausse issue de secours.
pour une apparence de possibilité de renverser la table. Je pense que ça va être un... Si ça devait se produire, de toute façon, ce sera une déception dont on n'imagine même pas l'ampleur quand on voit le personnel politique en question et à quel point, justement, ils ne sont pas du tout en train de remettre les dogmes fondamentaux, économiques et autres qui ont envoyé la France dans le mur. Donc, je pense qu'il y aura... voilà, c'est une série de vagues successives et qu'on va... Alors, je ne sais pas à quel moment, quelle forme ça prendra. Ça, l'histoire est toujours très inventive et nous surprend toujours. Mais je ne vois pas, en fait, comment ça peut se passer autrement. Alors, puisqu'on est dans la prospective, justement, qu'est-ce qui t'inquiète, là, vraiment, tout particulièrement, dans la dynamique politique actuelle? Il y avait une chose, là, qui vraiment t'inquiète. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, au sujet des médias et de la presse, mais je pense que le camp quel que soit le nom qu'on lui donne, moi, je veux pas cliver, mais le camp de l'émancipation, le camp de la gauche, le camp des idées de justice sociale, de justice fiscale, de progrès humain, etc., est en train littéralement de disparaître. Voilà. Et ça, c'est pas seulement un mouvement français, c'est un mouvement mondial. On le voit à l'œuvre aux États-Unis, on le voit à l'œuvre en Italie, on le voit à l'œuvre en Hongrie, on le voit à l'œuvre dans plein de pays, en Allemagne aussi. Et oui, les influenceurs, les grands influenceurs, ceux qui sont suivis par des millions de personnes et tout, c'est pas exactement des progressistes. Alors, en même temps, c'est raccord avec le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que les idéaux des gens, ils sont souvent en accord avec leur mode de vie. Ça, c'est vieux comme Marx, c'est la superstructure et le reflet de... Infrastructure. Voilà, donc quand on est dans une société individualiste, où chacun consomme devant son écran, une société où les idéaux sont plutôt la promotion de soi-même, le narcissisme, et qu'on est coincé entre l'écran et le monitoring dans sa salle de sport, évidemment, les idéaux collectifs, tout ce qui ressemble justement au lien charnel et fraternel avec autrui est en train de fortement se réduire. On sent bien que le désir n'est pas de ce côté-là. Alors là, encore une fois, je raisonne dans les masses. Évidemment, il est encore très vivace chez certaines personnes et même de façon réactive. Il peut même être réactivé par ce spectacle-là. Mais quand même, dans les grandes masses, c'est ce qu'on vit. Et le succès des idées de droite dure, cette espèce de backlash comme ça, masculiniste, réactionnaire, etc., il vient de ce terreau-là, évidemment. Donc, nous, on joue vraiment contre le vent, là. On n'est pas dans des courants porteurs. Pas porté, oui. Non. Pas le vent dans le dos. Non. Et toutes les forces sociales convergent pour nous bloquer. Parce que, même s'il y a cette espèce de fausse dichotomie entre l'extrême droite, pour faire simple, et le capital, mainstream, etc., on voit bien qu'ils ont énormément, de plus en plus de points de contact. Et que de toute façon, en tout cas en termes de désignation de l'ennemi, nous, on est de toute façon leurs ennemis dans les deux camps. Donc, la situation est complexe. Mais pour autant, elle n'est pas désespérante. Il y a des situations historiques, il faut toujours se remettre un peu d'histoire pour rester humble par rapport à ce qu'on vit et aux difficultés qui sont les nôtres. Mais c'est vrai qu'il y a eu des situations dans l'histoire bien plus graves. Je prends un exemple. Quand Mandela fait 27 ans de prison, il ne sait pas s'il sortira un jour, il est condamné à perpétuité. Il ne sait a fortiori pas que l'apartheid sera aboli, etc. Qu'est-ce qu'il fait ?
il étudie le droit à un haut niveau de technicité, il apprend la langue de l'adversaire en se disant mais si je sors, il faudra négocier, il faudra que je parle comme eux, avec la même finesse de compréhension qu'eux, etc. Et voilà, et il vit dans une cellule de 2 mètres sur 2 et il y passe 27 ans. Donc, je pense que, si je prends cet exemple, c'est que en fait, je pense qu'il faut faire ce qu'on a à faire, même quand la situation est compliquée. La situation française est loin d'être aussi compliquée, puisqu'on a vu quand même que le peuple était encore capable de sortir, qu'il y avait un esprit critique extrêmement vivace. Un instinct de révolte bien français qui est toujours vivant. Exactement. Et on a vu qu'on n'était pas seuls. Ça, ils ne peuvent pas nous l'enlever, parce que ça fait partie de ce qu'on a vécu dans notre chair et dans notre esprit au moment des Gilets jaunes. C'est qu'on a senti la force que communique le collectif vraiment vécu. Vraiment vécu, et pas seulement les likes sur les réseaux sociaux. Et donc, la situation n'est pas désespérée en France. Loin de là. Alors, comment on fait pour réunir le peuple français et pour essayer de reprendre le pouvoir, puisque c'est quand même ça l'objectif? Alors, si on avait exactement le plan de la sortie du labyrinthe, je pense qu'on l'aurait mis en œuvre, quelques-uns depuis les Gilets jaunes notamment. On a vu que c'est extrêmement compliqué. Mais disons que moi, je pense qu'évidemment, il y a une bataille culturelle énorme à mener et qu'elle passe par, et là, quitte à prendre des coups très durs parfois, elle passe par le refus des camps, des clivages. Si quelque chose doit se passer, ça se passera comme au début des Gilets jaunes ou comme lors du Conseil national de la résistance, quand il y a une fusion des gens qui pensent, qui pourtant ont des points qui ne sont pas forcément réconciliables, mais peu importe. On ne peut pas accepter le terrain politique tel qu'il nous est légué en ce moment, par les médias notamment, mais pas que, par les partis. On ne peut pas accepter de ne pas parler à tous. On ne peut pas accepter, quand on est de gauche, de ne pas, et qu'on a un média, de ne pas parler à la droite, voire à des gens très à droite, de ne pas comprendre leur façon de voir les choses. De ne pas éventuellement s'allier sur certains points. Moi, je pense que, par exemple, au moment de la réforme des retraites, il aurait fallu la faire tomber parce que c'était le souhait populaire, quitte à faire des motions communes avec le RN. Quoi qu'on pense du RN sur plein de terrains. Je pense que je sais que la figure de Gaulle compte ou a compté pour toi. Quand on veut vraiment libérer un peu une situation, on ne peut pas. Il faut compter sur tout le monde. Il faut compter sur les communistes, il faut compter sur même d'anciens cagoulards, etc. Il faut compter, il faut pouvoir absolument miser sur tout le monde. Donc, tout ce qui est actuellement de l'ordre de « Ah non, je ne parle pas à un tel parce que je l'ai vu avec un tel et qu'un tel a parlé à un tel qui, à une époque, était au RN ou qui était à l'Action française ou qui était machin, et que donc, ça fait de un tel forcément un fasciste par capillarité », ça, pour moi, c'est inacceptable et c'est la mort de la gauche française actuelle. C'est ce qui est en train de faire littéralement crever la gauche française actuelle. Au point même qu'on peut se demander, on peut même parler, même si c'est pas intentionnel forcément, mais d'opposition contrôlée, parce que rien n'est plus puissant pour faire échouer en fait toute opposition. Voilà. Donc moi je pense que c'est, une des choses qui nous unit aussi, toi et moi, c'est que je pense que ça on l'a compris tôt. Enfin en tout cas on essaie de le porter.
Et il nous est arrivé de prendre des coups à ce sujet. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que des situations comme celle qu'on a vécue il y a quelques semaines avec le lynchage dans la rue du jeune Quentin par des membres de la jeune garde antifasciste et les conséquences politiques que ça a eu dans le pays, l'hyperpolarisation que ça a créé, c'est une véritable catastrophe. Et nous sommes là pour lutter contre ce type de phénomène de panique collective. C'est-à-dire que je pense, pour résumer et pour aller plus loin, pour résumer ma pensée, je pense que les vrais antifascistes sont ceux qui sont allés sur les ronds-points, parler à tout le monde, essayer de convaincre des électeurs du RN ou des gens parfois racistes, etc., que non, c'est pas là que le véritable problème est, etc. Ça, c'est vraiment de l'antifascisme de terrain. Les postures identitaires, les déclarations de Matamor, etc., pour au final arriver à un mort et arriver à faire encore augmenter de je ne sais combien de pourcents le Rassemblement national, c'est pas ça pour moi l'antifascisme. Et c'est contre-productif. En fait, ce qu'il faut bien ne jamais perdre à l'esprit, je valide à 100% tout ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement la ligne qu'on essaie de porter avec Praxis, c'est que la seule force du peuple, c'est d'être uni. Et si on est divisé, on a perdu. Donc, je veux dire, pour être unis, il va bien falloir là qu'on dépasse les clivages actuels et qu'on arrête de s'affronter et d'approfondir même les clivages. Il va falloir qu'on se parle et qu'on voit effectivement si, sur un socle, on ne peut pas quand même se mettre d'accord. Donc, je rejoins effectivement tout à fait toute ton analyse. C'est le défi qui se présente à nous là pour les prochaines années, si on veut croire encore dans un sursaut possible de notre pays. Pour conclure cet entretien, et je te remercie Aude d'avoir accepté cette invitation, est-ce que quand même on a été assez grave, on peut dire que le ton n'a pas toujours été léger, est-ce que tu pourrais nous donner une anecdote susceptible de nous redonner un peu d'espoir pour l'avenir? Alors, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais c'est une histoire. Et cette histoire, en fait, c'est la tienne. C'est la tienne, François, puisque fondateur de Praxis. J'ai peur, parce que rien n'est préparé là. Non, donc, non, mais parce qu'en fait, voilà, tu étais avocat, tu étais bien installé, politiquement, tu viens de la droite. Oui, d'une famille gaulliste. Ouais. D'une famille gaulliste, etc. Et tu as absolument tout remis en jeu après avoir vécu l'événement des Gilets jaunes, l'événement au sens fort, quasiment au sens de Badiou dans L'être et l'événement, c'est-à-dire un fait qui reconfigure entièrement une existence sur tous les plans. Et évidemment, l'important étant la fidélité à cet événement, parce que certaines personnes sont percutées par un événement, mais ils n'en font rien, et puis ils retournent à leur quotidien. Mais toi, donc à travers ce nouveau média, eh bien, tu essaies d'en faire quelque chose de grand, au service, bien sûr, de ton envie de t'exprimer, de ta passion des idées, etc., mais aussi au service de notre pays, de la France, parce que je te connais suffisamment pour le dire, hein. Comme on le disait avant l'entretien, on a fait de nombreuses émissions ensemble depuis les Gilets jaunes. Et ça, c'est quelque chose qui me parle parce que moi, je n'ai pas choisi, pour reboucler avec ce qu'on se disait au sujet de mon licenciement de l'Obs et des conditions de mon éviction du monde mainstream. Évidemment, je n'ai pas choisi. Alors évidemment, c'était la conséquence de tout ce que j'avais fait, tout à fait, et décidé et soutenu comme idée, évidemment. Mais malgré tout, ça a été d'une violence extrême. Ça a été d'une violence extrême. Et partant de là, les conseils et les tentations autour de moi des uns et des autres, c'était de dire, mais non, il faut à toute force revenir dans ce monde, machin. Voilà. Et j'ai tenu. C'est-à-dire que j'ai vraiment
en conscience, considéré que je ne pouvais plus revenir dans ce monde d'avant, compte tenu de tout ce que j'avais vu, compris, expérimenté. Et j'ai vécu des choses que mes confrères journalistes du groupe Le Monde ne vivront sans doute jamais. J'ai été au chômage, je sais ce que c'est que faire la queue à 8h30 du matin au pôle emploi du pont Cardinet, etc. Et c'est des expériences extrêmement... c'est des expériences très dures, mais c'est des expériences qui vous apprennent énormément de choses sur vous-même, sur les autres, sur la solidarité entre les gens, etc. Et toutes ces expériences-là, les Gilets jaunes également, parce que j'aurais jamais vécu les Gilets jaunes si j'avais été journaliste à l'Express ou je sais pas quoi. Voilà, je ne serais pas allée sur le terrain, j'aurais pas eu cette possibilité de porter leur parole comme on l'a fait pendant 1 an à minima et bien plus longtemps, et sans aucune restriction, sans frein, sans narratif acceptable, etc. Complètement brut et engagé. Donc, j'aurais jamais eu la possibilité de vivre tout ça. Donc, en fait, je pense que c'est un point commun entre nos deux destins qui ont évidemment leurs différences. C'est que, comme dit Marc Aurèle, qui est un de mes philosophes préférés, ceux qui se dressent sur le chemin devient le chemin. Et voilà, quand on vit des grandes épreuves, qu'elles soient personnelles ou historiques, et qu'on arrive à en faire quelque chose, on devient vraiment meilleur.